Bonjour, ici Laurent Desbois. On a beaucoup parlé de cette nouvelle monnaie électronique, le Bitcoin, qui fleurit à l'écart des gouvernements. Mais cette monnaie est-elle viable? Est-elle vraiment une monnaie? Ou fait-on affaire à un système de vente pyramidal, version web, qui profite de l'incertitude des gens? Pour le comprendre, allons voir les origines. Un certain Satoshi Nakamoto, probablement un pseudonyme, a écrit un papier en 2008 et créé le logiciel qui permet de générer une nouvelle monnaie virtuelle afin de faire du commerce sur l'Internet. L'aspect brillant de ce système totalement décentralisé est la nouveauté d'avoir des pairs qui vérifient et confirment les transactions. Il y a aujourd'hui 12 millions de bitcoins en circulation et l'émission maximum sera de 21 millions dans quelques années. Les bitcoins peuvent être échangés avec des commerçants qui les acceptent. Il y en aurait plus de 1600 aujourd'hui dans le monde. On rapportait même il y a quelques jours la vente de la première voiture électrique Tesla pour 91 bitcoins. De la bonne publicité et pour le bitcoin et pour les voitures Tesla. Au début novembre, la demande provenant des Chinois qui cherchent à contourner les contrôles de capitaux et le consentement tacite des autorités américaines lors d'audiences du Congrès ont donné le feu vert aux spéculateurs. Le prix du bitcoin a atteint même le prix de l'or à 1200 $. Depuis, les autorités chinoises ont lancé un avertissement aux utilisateurs et le prix est redescendu sous la barre du 1000 $. Cette frénésie soudaine n'est pas sans rappeler la ruée vers l'or du 19e siècle. À l'époque, le Klondike promettait la richesse à tous ceux qui étaient prêts à sacrifier leurs énergies au Yukon. Aujourd'hui, c'est l'énergie des ordinateurs qui est utilisée pour résoudre des équations mathématiques qui permet alors de recevoir un bitcoin. Mais le bitcoin est-il vraiment une monnaie? Pour ça, elle doit satisfaire 3 conditions. Elle doit être en même temps un moyen d'échange, une réserve de valeur et une unité de compte, c'est-à-dire qu'elle doit permettre d'échanger, d'épargner et de mesurer la valeur des biens. Sur ces 3 aspects, le Bitcoin ne se qualifie pas aujourd'hui car son prix est beaucoup trop volatile. Comment fixer le prix d'une télévision par exemple, si le prix du Bitcoin varie de 300 $ en quelques heures? Il faudrait que le vendeur révise constamment son prix en Bitcoin. Une monnaie n'est qu'un symbole et implique que les citoyens aient confiance dans sa valeur et que cette valeur soit stable. La monnaie peut prendre plusieurs formes. On avait l'or et l'argent auparavant et les Indiens se servaient des coquillages et des wampum comme monnaie d'échange. Aujourd'hui, les gouvernements contrôlent la quantité de papier-monnaie. Les gens ont donc généralement une certaine confiance en la valeur et la sécurité de leur monnaie. Mais avons-nous vraiment confiance? Si oui, comment expliquer l'envolée spectaculaire du Bitcoin? Peut-être justement parce que cette confiance a été un peu ébranlée depuis 2008. Depuis ce temps, les banques centrales impriment de grandes quantités de monnaie. Elles agissent ainsi afin de stimuler la croissance économique. Sauf que les taux d'intérêt près de zéro facilitent pour le moment la spéculation et les bulles financières. Dans l'immobilier, le prix de l'or, les œuvres d'art et les bitcoins. Pour cette raison, le Bitcoin attire les libertariens comme Ron Paul et le Tea Party aux États-Unis, qui n'accordent aucune confiance au gouvernement et à son pouvoir de création de monnaie. Toute spéculation est au départ accompagnée de raisons qui peuvent être justifiées. Ici, l'activité extraordinaire des banques centrales y est sûrement pour quelque chose. Mais la manie du Bitcoin survivra difficilement à une montée éventuelle des taux d'intérêt, puisque le Bitcoin ne rapporte aucun intérêt. On préférera alors garder nos épargnes dans une bonne vieille banque. Le Bitcoin ressemble beaucoup à un système pyramidal classique, qui rémunère surtout les premiers entrants. En fait, si on avait voulu créer à l'ère de l'Internet un système pyramidal, on n'aurait pas agi différemment. Profitant de la grande incertitude économique, le contexte est propice pour émettre une nouvelle monnaie, dont l'offre sera strictement limitée et qui prétend remplacer un jour les monnaies nationales. Il ne reste plus qu'à créer de la demande pour cette monnaie en créant un cercle vertueux. Plus les marchands l'acceptent, plus la demande pour les bitcoins est élevée et plus le prix va monter. Et voilà que les premiers acheteurs deviennent riches du jour au lendemain grâce aux derniers acheteurs. On dit que le ou les initiateurs
sous le nom de Satoshi Nakamoto, possède encore environ 1 million de bitcoins, puisqu'on connaît toutes les transactions depuis le début. Il vaudrait alors maintenant sur papier 1 milliard de dollars, à 1000 dollars le bitcoin. Pas mal pour une simple idée germée en 2008 et qui mise sur l'incertitude et l'appât du gain des gens.